Vous vous souvenez du jour où vous avez perdu le contrôle de votre argent? Non, personne ne s'en souvient, parce que ce jour-là n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de moment précis, pas de décision catastrophique unique, pas d'événement dramatique que l'on peut pointer du doigt en disant « Voilà, c'est là que tout a commencé à mal tourner ». Le chaos financier ne commence pas par une explosion. Il commence par une fissure minuscule, invisible, que personne ne remarque. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. La plupart des gens pensent que leurs problèmes d'argent ont commencé lors d'une urgence médicale, d'un licenciement ou d'un divorce. Mais ce sont là des conséquences amplifiées par une fragilité qui existait déjà. Le vrai point de rupture, celui qui déclenche le chaos, se situe bien avant. Il se trouve dans un petit geste anodin, une petite décision qui semble sans importance. Utiliser sa carte de crédit pour un achat de 30 € parce que le compte courant est à zéro. Reporter le paiement d'une facture de quelques jours, juste cette fois. Dire « je gère » alors qu'on ne sait même pas combien d'argent il reste vraiment disponible. C'est là que tout commence. Dans ces micro-décisions quotidiennes qui ne semblent rien changer sur le moment, mais qui construisent silencieusement une structure fragile, prête à s'effondrer au premier coup de vent. Le problème, c'est que notre cerveau n'est pas câblé pour percevoir ces signaux faibles. Nous sommes programmés pour réagir aux menaces immédiates, visibles, tangibles, une douleur physique, un danger évident, une perte brutale, mais une petite dette qui s'accumule, un découvert qui devient habituel, un crédit renouvelable qu'on utilise juste pour finir le mois. Cela ne déclenche aucune alerte. Au contraire, cela crée une fausse impression de contrôle. On se dit qu'on a trouvé une solution temporaire, qu'on va rembourser le mois prochain, qu'on a géré la situation. Mais en réalité, on vient de y franchir un seuil invisible. On vient d'accepter comme normale une situation qui ne devrait jamais l'être. Et une fois qu'on a normalisé le fait de vivre à découvert, de puiser dans le crédit pour des dépenses courantes, de jongler entre les échéances, on a déjà perdu la bataille. Pas parce qu'on est irresponsable, mais parce qu'on a changé son point de référence. C'est ce qu'on appelle en psychologie comportementale le glissement de la ligne de base. Au départ, on sait qu'avoir un découvert bancaire n'est pas normal. On le vit comme une anomalie, quelque chose de temporaire qu'il faut corriger rapidement. Mais après quelques mois, cette anomalie devient la nouvelle norme. Le cerveau s'adapte. On ne ressent plus l'urgence. On ne voit plus le danger. On commence à planifier sa vie en fonction de ce découvert, comme s'il faisait partie de son revenu. Et à partir de là, chaque nouvelle dépense, chaque nouvelle dette, chaque nouveau crédit devient simplement une extension de cette nouvelle réalité. On n'a pas l'impression de s'enfoncer, on a l'impression de maintenir l'équilibre. Mais cet équilibre est une illusion. C'est comme marcher sur une planche posée sur un précipice. Tant qu'on avance sans regarder en bas, on se sent stable. Mais il suffit d'un pas de travers, d'un imprévu, d'un changement de situation, et tout s'effondre d'un coup. Le vrai point de rupture, c'est donc ce moment précis où on cesse de considérer sa situation financière comme anormale. C'est le moment où on arrête de lutter contre le déséquilibre et où on commence à vivre avec. Pas par choix conscient, mais par épuisement, par habitude, par manque de vision claire de ce qui se passe réellement. Et ce moment arrive bien plus tôt qu'on ne le pense. Il arrive la première fois qu'on se dit « ce n'est pas grave, je verrai plus tard ». La première fois qu'on évite de regarder son solde bancaire parce qu'on sait qu'il est dans le rouge. La première fois qu'on achète quelque chose sans vérifier si on peut vraiment se le permettre. Ces moments-là ne semblent rien signifier. Mais chacun d'eux est une petite capitulation, une petite démission face à la réalité des chiffres. Et à force de capituler face aux petites choses, on finit par capituler face aux grandes. Prenons un exemple concret. Imaginons quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. Il vit dans un appartement qui coûte 700 €, il a des charges fixes qui s'élèvent à 400 € et il lui reste donc théoriquement 900 € pour le reste. Alimentation, transport, loisirs, imprévus. C'est serré mais ça passe. Sauf qu'un mois, il y a un anniversaire à fêter. 100 € de cadeaux et de repas. Le mois suivant, la voiture tombe en panne. 300 € de réparation,
puis un week-end entre amis, 200 €. À chaque fois, il se dit que ce n'est pas grave, que c'est exceptionnel, que le mois prochain, il va se rattraper. Mais le mois prochain, il y a autre chose. Toujours. Parce que la vie est faite d'imprévus, de tentations, de moments où on a envie de se faire plaisir. Et progressivement, sans même s'en rendre compte, cet homme passe de 900 € de marge à 0 € de marge. Il finit tous ses mois à découvert. 50 € au début, puis 100, puis 200. Et à un moment donné, il ne sait même plus comment il en est arrivé là. Il n'a pas fait de grosses erreurs. Il n'a pas acheté de voiture de luxe, ni pris de vacances extravagantes. Il a juste vécu. Mais il a vécu sans cadre, sans limite claire, sans système pour absorber l'imprévu. Et c'est ça le vrai point de rupture. Ce n'est pas une catastrophe. C'est l'accumulation de petites négligences. Et maintenant, parlons de ce qui aggrave encore plus la situation. L'illusion de la solution facile. Parce que le système financier moderne est conçu pour vous proposer des solutions au moment exact où vous commencez à perdre pied. Découvert autorisé, crédit renouvelable, prêt personnel, rachat de crédit. Toutes ces options sont présentées comme des outils de gestion, des moyens de reprendre le contrôle. Mais en réalité, elles sont des amplificateurs de chaos. Elles vous permettent de masquer le problème sans le résoudre. Pire encore, elles vous enfoncent un peu plus en vous donnant l'impression d'avoir trouvé une issue. Vous utilisez votre découvert autorisé pour finir le mois. Très bien. Mais le mois suivant, vous devez non seulement couvrir vos dépenses habituelles, mais aussi rembourser ce découvert. Évidemment, vous n'y arrivez pas. Alors vous utilisez à nouveau le découvert, un peu plus cette fois, puis vous ouvrez un crédit renouvelable pour respirer un peu. Mais ce crédit a un taux d'intérêt de 15%. Chaque mois, une partie de ce que vous remboursez ne fait que payer les intérêts, pas le capital. Vous avez l'impression de rembourser, mais en réalité, vous nourrissez le monstre. Et au bout de quelques mois, vous êtes dans une spirale où vous empruntez pour rembourser. Ce n'est plus une gestion financière. C'est une fuite en avant. Le point de rupture, c'est donc aussi ce moment où on accepte de vivre à crédit, non pas pour investir dans quelque chose de structurant, mais simplement pour maintenir un mode de vie qu'on ne peut plus se permettre. Et là encore, ce n'est pas une décision consciente. On ne se dit pas « à partir de maintenant, je vais vivre au-dessus de mes moyens ». On se dit juste « je vais gérer, je vais m'en sortir ». Mais sans plan concret, sans changement de comportement, cette phrase ne veut rien dire. C'est une auto-illusion qui permet de repousser le moment où il faudra affronter la réalité. Et plus on repousse, plus la chute est violente. Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde peut voir ce point de rupture chez les autres, mais personne ne le voit chez soi. Quand on entend parler de quelqu'un qui s'est endetté jusqu'au cou, on se dit « mais comment il a pu en arriver là ?» On pense qu'il a été irresponsable, qu'il a fait de mauvais choix, qu'il aurait dû voir venir le problème. Mais quand c'est nous, on trouve toujours des excuses. On minimise, on rationalise, on se dit que c'est temporaire, que c'est pas si grave, qu'on va redresser la barre. Et c'est exactement cette incapacité à voir objectivement sa propre situation qui fait que le chaos continue de progresser, mois après mois, année après année, jusqu'à ce qu'il devienne ingérable. Alors, comment savoir si on est en train de franchir ce point de rupture? Il y a des signaux d'alerte qui ne trompent pas. Le premier, c'est quand on commence à éviter de regarder ses comptes. Si vous ouvrez votre application bancaire avec appréhension, si vous préférez ne pas savoir combien il vous reste, c'est un signal. Parce que cela signifie que vous savez déjà, au fond, que la situation n'est pas bonne et que vous préférez l'ignorer plutôt que de l'affronter. Le deuxième signal, c'est quand on commence à utiliser un crédit pour des dépenses courantes, pas pour acheter un bien durable, pas pour investir dans quelque chose de nécessaire, mais pour payer l'épicerie, les factures, le plein d'essence. Si vous en êtes là, vous avez franchi le seuil. Le troisième signal, c'est quand on ne sait plus exactement combien on doit ni à qui.
Quand on perd la vision d'ensemble, quand on jongle entre plusieurs dettes sans vraiment savoir laquelle est la plus urgente, c'est que le système est déjà hors de contrôle. Et le quatrième signal, peut-être le plus révélateur, c'est quand on commence à mentir, à soi-même d'abord, en se racontant que tout va bien, puis aux autres, en dissimulant ses difficultés, en refusant des invitations par honte, en inventant des excuses pour ne pas avoir à expliquer pourquoi on ne peut pas se permettre telle ou telle dépense. Quand l'argent devient un sujet qu'on évite, un tabou, un poids qu'on porte seul, c'est que le chaos est déjà bien installé. Mais voilà la bonne nouvelle. Reconnaître ce point de rupture, c'est déjà le premier pas pour en sortir. Parce que tant qu'on nie le problème, on ne peut pas le résoudre. Mais dès qu'on accepte de voir la réalité en face, même si elle est désagréable, on reprend du pouvoir. On cesse d'être victime et on redevient acteur. Et à partir de là, tout devient possible. Pas facile, mais possible. La première chose à faire, c'est de dresser un état des lieux complet. Pas approximatif, pas à peu près, mais précis. Combien vous gagnez réellement chaque mois? Combien vous dépensez réellement chaque mois? Combien vous devez au total? À qui? À quel taux? Avec quelle échéance? Notez tout. Sur un papier, sur un tableur, dans une application, peu importe. L'important, c'est d'avoir une vision claire, parce que le chaos financier prospère dans le flou. Il se nourrit de l'approximation, du « je pense que », du « ça devrait aller ». Mais dès qu'on met des chiffres précis en face de chaque chose, la situation devient gérable. Elle peut être difficile, elle peut faire peur, mais elle devient gérable, parce qu'on sait à quoi on a affaire. La deuxième chose, c'est de couper immédiatement tout ce qui aggrave la situation. Si vous avez un crédit renouvelable, arrêtez de l'utiliser. Bloquez-le si nécessaire. Si vous utilisez votre découvert tous les mois, mettez en place une alerte pour savoir exactement où vous en êtes. Si vous avez des prélèvements automatiques pour des abonnements que vous n'utilisez plus, résiliez-les aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, parce que chaque jour qui passe sans action, c'est un jour de plus où le problème s'aggrave. Et ça doit s'arrêter maintenant. La troisième chose, c'est de créer un système, même minimaliste, pour reprendre le contrôle. Vous n'avez pas besoin d'un budget ultra détaillé avec 50 catégories et des graphiques complexes. Vous avez besoin de savoir 3 choses. Combien vous gagnez, combien vous dépensez et combien il reste. C'est tout. Si à la fin du mois, il reste 0 ou moins que 0, il faut soit gagner plus, soit dépenser moins. Il n'y a pas 36 solutions. Et si dépenser moins semble impossible, c'est qu'on n'a pas encore vraiment creusé. Parce qu'il y a toujours une marge. Toujours. Ce n'est pas agréable de la chercher, ce n'est pas facile de renoncer à certaines choses, mais elle existe. Et la trouver, c'est reprendre du pouvoir. La quatrième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de changer son rapport à l'argent. Parce que le vrai problème n'est presque jamais la quantité d'argent qu'on gagne. Le vrai problème, c'est la manière dont on le gère. Il y a des gens qui gagnent 3 000 € par mois et qui sont surendettés. Il y a des gens qui gagnent 1 500 € par mois et qui arrivent à mettre de côté. La différence ne se trouve pas dans le revenu. Elle se trouve dans le comportement, dans la capacité à différer la gratification, dans la capacité à dire non, dans la capacité à vivre en dessous de ses moyens, pas au ras de ses moyens. Parce que vivre au ras de ses moyens, c'est vivre sans marge de sécurité. Et vivre sans marge de sécurité, c'est se condamner à ce que le moindre imprévu devienne une catastrophe. Il y a aussi un piège mental qu'il faut absolument éviter. Celui de croire qu'on va résoudre le problème en gagnant plus. C'est l'une des croyances les plus toxiques en matière d'argent. Si je gagnais 500 € de plus par mois, je n'aurais plus de problème. Faux. Si vous ne savez pas gérer ce que vous avez maintenant, vous ne saurez pas gérer plus. Vous allez juste augmenter votre train de vie proportionnellement. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Chaque augmentation de salaire se transforme en augmentation de dépenses. On déménage dans un appartement un peu plus grand. On achète une voiture un peu plus récente.
on sort un peu plus souvent. Et au final, on se retrouve dans la même situation qu'avant, juste avec des chiffres plus élevés. Le vrai changement ne vient pas du revenu. Il vient de la discipline. Il vient de la capacité à dire « j'ai les moyens, mais je ne le fais pas quand même ». Parce que ce n'est pas aligné avec mes objectifs. Parce que ce n'est pas une priorité. Parce que je choisis consciemment de vivre autrement. Et c'est là que tout bascule, vraiment. Parce que quand on commence à prendre des décisions financières conscientes, quand on arrête de subir et qu'on commence à choisir, tout change. On ne se sent plus victime, on ne se sent plus dépassé. On reprend le contrôle. Pas du jour au lendemain, pas de manière spectaculaire, mais progressivement, mois après mois, décision après décision. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'a plus peur de regarder ses comptes. On n'a plus besoin de mentir. On n'a plus besoin de jongler. Parce qu'on a construit un système qui fonctionne. Un système simple peut-être, mais solide. Le point de rupture financier n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas réservé aux gens irresponsables ou aux malchanceux. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, parce que c'est le résultat d'une accumulation de petites erreurs invisibles. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut éviter, ou dont on peut sortir, à condition d'accepter de voir la réalité en face, à condition d'arrêter de se mentir, à condition de prendre des décisions claires, même difficiles. Et surtout, à condition de comprendre que le vrai contrôle financier ne commence pas dans les grands gestes. Il commence dans les petits, dans les décisions quotidiennes qu'on prend sans y penser, dans le choix de ne pas acheter quelque chose dont on n'a pas besoin, dans le choix de mettre 10 € de côté même si ça semble dérisoire, dans le choix de regarder ses comptes tous les jours même si c'est inconfortable. Si vous lisez ces lignes et que vous vous reconnaissez dans ce que je décris, c'est déjà un premier pas, parce que vous venez d'identifier le problème. Vous venez de comprendre que le chaos financier ne commence pas dans les grandes catastrophes, mais dans les petites négligences. Et maintenant que vous le savez, vous avez le pouvoir de changer ça. Pas en révolutionnant votre vie du jour au lendemain, mais en prenant une décision aujourd'hui, une seule, et puis une autre demain, et encore une autre après-demain. Parce que c'est comme ça qu'on sort du chaos. Pas par magie, par méthode. Chez Esprit de Valeur, on parle d'argent comme d'un outil de liberté, pas d'angoisse. Si ce sujet résonne en vous, restez avec nous. Il y a encore beaucoup à construire ensemble. Alors, la vraie question n'est pas de savoir si vous avez déjà franchi ce point de rupture. C'est de savoir ce que vous allez faire maintenant que vous savez qu'il existe. Parce que le chaos financier n'attend pas votre permission pour s'installer. Mais le contrôle financier, lui, attend votre décision pour commencer.